Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live. Une première depuis un certain temps. Nous sommes tous heureux d'être ici au Bâton Rouge, enfin, finalement, après un confinement qui a été très long. Et comme vous le savez, nous sommes disponibles sur Facebook, sur Kemarina et Kemarina Flashback. Encore une belle émission bien remplie aujourd'hui avec notre deuxième invité. Nous allons aborder un thème passionnant, soit comment stimuler et conserver son inspiration en tant qu'artiste. Et nous recevrons notre chroniqueuse romancière Sylviane Thibault. Mais mon premier invité, c'est personnellement avec beaucoup de plaisir que je vous présente le docteur en psychologie du sport du Québec, bien connu entre autres pour son travail sur RDS. Je vous présente un homme dynamique et généreux. Voici Monsieur le docteur Sylvain Guimond. Bonjour Sylvain. Salut Steve. Seulement Sylvain, c'est parfait. C'est ce que j'allais faire, mais quand on est docteur, veut pas, ça inspire le respect. On va y revenir parce que je veux qu'on parle de ton bagage académique. Tu es le premier qui prend un traversier pour venir à l'émission. Je dois dire que j'en suis flatté. J'ai fait une croisière. Oui? Ça a duré combien de temps? C'est pas très long, c'est 20 minutes parce que je suis du côté de la Rive-Sud, je suis à Sorel. OK. Je suis dans les îles de Sorel. Ah, c'est bien. Quand le docteur Guimond, on va revenir à ton bagage académique, mais quand le docteur Guimond retire sa chemise et quitte le bureau, quelles sont ses passions dans la vie? Ma première passion, c'est l'être humain. Ah, ça, c'est bien. Puis que ce soit pour le travail ou que ce soit pour le plaisir, c'est toujours autour de relations que je vais créer. Okay. De relations que je crée autant dans ma vie professionnelle avec soit des athlètes ou avec des gens qui peuvent avoir des motos, parce que j'ai aussi une clinique. Ma première formation, c'était vraiment en biomécanique, puis c'est des patients que je voyais pour des motos. Et par la suite, j'ai fait une maîtrise puis un doctorat en psychologie du sport. Okay. Là, c'est un peu différent le genre de coaching, mais pour moi, c'est l'ensemble de l'être humain dans sa globalité, autant le côté physique que le côté psychologique. Donc, ma plus grande passion, que ce soit au travail ou hors du travail, c'est l'être humain dans sa globalité, mais surtout dans sa beauté, dans ce qu'il y a des ombres et puis le côté lumineux de l'être humain. Pourquoi la psychologie sportive et non pas la psychologie traditionnelle? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir docteur en psychologie du sport? C'est deux mondes différents. C'est la psychologie telle qu'on la connaît, et les gens qui sont membres de l'ordre des psychologues, tout ça, les gens vont apprendre surtout à faire ce qu'on appelle la psychologie clinique. Donc, on va avoir un patient, on va l'aider, puis on va aider à faire la lumière sur certaines choses, soit ça peut être des dépressions, l'anxiété, puis ils vont aider des gens, même aussi à s'orienter dans la vie, à aider ces gens. Nous, en psychologie du sport, c'est vraiment le monde du sport, c'est un monde en soi. Donc, on voit des athlètes où on doit travailler. Un cercle fermé. C'est un cercle un peu différent. Il faut connaître très bien le monde du sport. Ensuite, il faut connaître c'est quoi les challenges que notre athlète a à faire face, donc les défis. Et c'est différent parce qu'on est sur un mode d'objectif, de ce qu'on veut atteindre, de comment l'athlète va se parler à lui-même, donc son soliloque. Et ma première formation, c'était pour traiter les maux de dos, justement. Et lorsque je voyais un athlète, la première chose que je devais travailler avec lui, c'est le côté où il se disait, est-ce que je vais revenir au jeu? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes? Et j'ai eu la chance de travailler avec les gens de la NBA, puis une dame qui s'appelle Dr. Christina Rossary, qui est à l'Université de San Diego. Et je suis allé faire mes études là-bas pour ensuite revenir et faire un mix entre le côté physique et le côté psychologique. Mon doctorat porte sur la posture, la personnalité et les douleurs. Posture, personality, pain. Donc, c'est les deux ensemble. Est-ce que c'était une intention déjà étant jeune ou ça s'est fait en cours de route? Qu'est-ce qui t'amène, exemple, on va parler de médias aussi, à travailler pour RDS? Ton parcours, tu sais? Oui, c'est un peu un drôle d'hasard avec RDS, mais pour revenir, si c'était une passion lorsque j'étais jeune, oui. Même avant d'aller au niveau des motos, mon premier cours, je l'ai fait au bac aux États-Unis en psychologie. Donc, je m'intéressais déjà à la psychologie à cette époque-là. Je me suis dirigé plus vers le monde du sport en faisant une autre formation à l'Université McGill en physiologie d'exercice, mais pour moi, la psychologie a toujours fait partie du centre de ma vie parce que pour que je puisse aider quelqu'un, il faut que je puisse être capable de le comprendre. Donc, c'était pour moi une partie importante de connaître l'individu au niveau la technicienne me dit qu'on doit parler un peu plus fort. Faire un doctorat, moi, c'est quelque chose qui m'impressionne. C'est un accomplissement. Quel genre d'élève étais-tu? Je veux dire, as-tu aimé ta période d'université? Parce que
faut le dire, les étudiants en doctorat, ils rushent. Oui, on rush. On a combien de temps? Oui, c'est ça. Premièrement, moi, j'étais pas quelqu'un qu'on peut dire doué à l'école. Oui. Donc, c'est le travail qui t'a amené là. C'était très difficile. Jeune, très jeune, j'ai échoué en 3e année. Ensuite, au secondaire, j'avais beaucoup de difficultés à l'école. Okay. Donc, j'avais jamais pensé faire des études de haut niveau, mais ma famille, ils avaient tous fait des études. Fait que je me disais, j'aimerais que ça m'arrive. Ouais. Et c'est en rencontrant une religieuse qui m'a donné un coup de main, qui m'a dit, elle m'a fait faire un problème de mathématiques. Ça m'a pris beaucoup de temps à trouver la réponse, mais elle m'a dit, wow, au lieu de dire, t'es pas vite, elle m'a dit, wow, t'es créatif. C'est mieux de dire à quelqu'un, t'es créatif que pas vite. Moi, j'ai les cru, puis ça a changé ma vie. Ces mots-là m'ont un peu guéri du manque d'estime, de confiance que j'avais en moi. C'est ça qui t'amène à booster la confiance en soi. Parce que ma prochaine question, une de mes prochaines questions, peut-on résumer ton travail et le besoin des athlètes à une seule expression, soit la confiance en soi? Moi, je pense que ça, c'est une clé. Puis, j'irai avec une sous-question. Dans ton approche, c'est quoi ta force numéro 1? Parce que je suis sûr que tu sors des sentiers battus. La première de ta question, c'est la confiance en soi. En fait, il faut séparer la confiance en soi, l'image de soi et l'estime de soi. Et ça, très rarement, les gens vont le faire. On va parler de confiance en soi. Et quand je demande aux gens, mais OK, est-ce que vous avez une bonne estime de vous? Oui. Si vous avez une bonne estime de vous, les gens vont me dire, ben oui, j'ai confiance en moi. Mais l'estime et la confiance, l'estime de soi, la confiance en soi, c'est deux choses différentes. L'estime, c'est quelle est la valeur que je me donne comparativement à d'autres personnes. Et est-ce que je mérite, disons, un beau sofa? Oui, c'est ça. Est-ce que l'être humain, on a tendance à le faire de façon d'emblée, à se comparer les uns aux autres? En fait, on le fait de façon inconsciente. Je me présente dans quelque part, je rencontre des gens, et si je suis dans un même milieu que moi, rapidement, je vais me situer. Est-ce que cette personne-là, dans mon domaine, elle est meilleure que moi ou moins bonne que moi? Et là, ça crée mon estime de moi. Mais la valeur que je me donne dans ce groupe-là. Si tu me permets, Sylvain, dans le fond, c'est une comparaison, une compétition. Mais la vraie compétition, c'est avec soi-même. Oh, jamais. Non, mais je dis, c'est avec soi-même. Tu as totalement raison, Steve. Mais inconsciemment, on le fait, puis on se situe, puis on se donne une valeur. Ouais. Et c'est cette valeur-là qu'on appelle l'estime. Si je vais faire vendre ma maison, on va faire une estimée de ma maison, une estimée de ma voiture, puis on fait une estimée de qui on est. Et ça, c'est la valeur qu'on se porte à soi. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui va m'amener à avoir confiance en moi. Et la confiance en moi, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire. Là, c'est différent. C'est dans des tâches précises, dans un défi que j'ai, si j'ai confiance en moi, je vais tenter le coup puis je vais y aller. Si la confiance n'est pas assez grande, bien, je vais évaluer la tâche à accomplir puis je vais dire j'ai pas assez confiance, donc je ne le ferai pas. Et pour nous, c'est vraiment important de connaître quelle est l'estime que le joueur se donne, l'athlète, et quelle est la confiance qu'il a en lui par rapport aux tâches qu'on lui demande. Et par la suite, très important, c'est que malheureusement, l'être humain, on a peur de ce que les autres vont dire. Il n'y a personne qui est indifférent à être félicité ou à être critiqué. Même si on dit que les athlètes ne regardent pas la télé, ils n'écoute pas la radio, ils ne lisent pas les journaux, c'est totalement faux. Mais il faut savoir transformer, ça c'est un autre point avec lequel j'aimerais qu'on discute, il faut savoir transformer les embûches et les critiques en pouvoir, d'aller plus loin. Et de se dire, parce que l'orgueil, ça fonctionne, dire je vais te prouver que... Oui, ça fonctionne pour certaines personnes de vivre d'adversité puis d'avoir des difficultés. Ils vont faire en sorte que moi, je vais prouver aux autres que je suis capable de faire. Pour d'autres, ça peut les écraser. C'est là l'importance de bien connaître avec qui est-ce que ça se travaille. Parce que c'est une question de caractère. Le caractère, ça se travaille ou tu l'as pas. Je vais répondre à la question en deux volets. Un, la personnalité, c'est quelque chose que 50% qui est inné, donc on l'a reçu de nos parents. 50% c'est appris. Ça, c'est la personnalité. Mais à l'intérieur de ça, la personnalité, c'est mon mode de fonctionnement. Donc, comment je vais fonctionner, c'est quelle est mon énergie? Est-ce que je suis extraverti ou introverti? Est-ce que je suis sensitif ou intuitif? C'est ma prise d'information. La prise de décision, est-ce que je suis quelqu'un qui est rationnel ou je suis quelqu'un qui est émotif? Et ensuite, quelle est l'attitude que je vais avoir en général dans ma vie? Est-ce que je suis quelqu'un qui est rigide ou je suis quelqu'un qui est très souple? Ça, c'est ma personnalité. Le caractère, c'est autre chose. Comment se relever des épreuves? Le caractère, c'est comment je vais être face à la vie. Est-ce que je suis quelqu'un qui va foncer dans la vie? Est-ce que je suis quelqu'un qui va prendre en considération que je vais être très pointilleux, je peux être agréable, je peux être désagréable. Ça, c'est mon caractère.
Ça, c'est comment je suis dans l'attitude en général. Et le caractère des gens va dépendre de ce qu'ils vivent et de leur environnement. Et ça, en général, c'est des choses sur lesquelles j'ai du contrôle là-dessus. C'est à moi de vouloir changer certaines choses ou non, selon si ça m'apporte quelque chose ou si ça me fait perdre des choses. Est-ce qu'on peut compartimenter? Moi, je crois que oui. Je vais te donner un exemple. On parlait d'estime de soi. Tu vas avoir une grande estime de soi sur quelque chose, puis sur d'autres choses, tu n'as pas la même estime. Exemple, se payer des belles choses. Il y a des gens qui, on dirait qu'ils n'ont pas d'estime de soi. Et pour la question du caractère, la vie peut faire ça aussi. Tu peux être un 5 ans, tu as bien du caractère, puis un autre 5 ans, tu n'en as plus. On change. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Oui, on change. En fait, la vie, elle n'est pas statique. Puis selon les événements, ce que je vais vivre, bien, ça va venir affecter mon estime de moi, la confiance en moi, ou à l'inverse, ça va venir justement l'arroser. Et c'est là l'importance des relations qu'on crée autour de soi. D'avoir des relations qui font en sorte qu'ils vont me valoriser, où je me sentir bien. Parce que chaque être humain, on a des besoins. Dans la pyramide de Maslow, là, on commence avec les besoins physiologiques. Hein. Le deuxième, c'est de sécurité. On a besoin de socialiser. On est un être social, on a besoin des uns et des autres. On a besoin d'estime de soi, donc ce qu'on va créer, puis on a surtout besoin de s'accomplir. Mais au-delà de ces besoins-là, on a des besoins relationnels. Qui est le premier, c'est d'être écouté, de sentir que je peux me dire... Les 4 rapports par jour minimal. Ben, c'est vraiment important de sentir que je suis avec un groupe où j'ai de l'importance, que je peux m'accomplir, que je suis respecté. Quand tout ça s'est mis en branle, ben, l'être humain se sent bien, puis habituellement, ils vont bien performer. Moi, j'ai jamais vu personne me dire « Hey, j'ai fait un burn-out au travail, j'étais trop aimé, j'étais trop apprécié, j'étais trop heureuse, plus capable d'être heureuse. » Je pense qu'il y a juste Freddie Mercury qui a chanté ça. « Too much love will kill you ». C'est ça. Être cocky. Mais avant de parler d'être cocky, je pense qu'il est une qualité dans le sport professionnel, Freud, dans tout ça, mais... Est-ce que tu adhères? Est-ce que ça fait partie de ce que tu appliques? Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien. Dépassées. Comme on a eu des philosophes qui se sont posé la question du pourquoi des choses. Et ces gens-là ont fait évoluer beaucoup notre société, de qui on est aujourd'hui. Ensuite, il y a eu les psychologues qui, les autres, se sont posés la question, comme Freud et ces gens-là, sur le comportement de l'être humain. Donc, dans notre comportement, il y a plein de gens qui ont décrit pourquoi l'être humain se comporte de telle ou telle façon. Et je crois qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, mais il y a la vérité qui s'applique à moi, à ma vérité, à ce que je vis. Donc, oui, il y a des parties là-dedans qu'on en a besoin, comme Elder, Freud, il y a eu, j'ai parlé de Maslow, il y a Carl Jung qui a travaillé sur les personnalités, il y a tous ces grands penseurs-là qui nous ont amené des parties de ce que... On fait un amalgame, on arrive à quelque chose de plus concentré. Ouais. Est-ce que être cocky dans le sport professionnel, c'est un must? On va expliquer c'est quoi être quelques cocky. phrases. Ben, je pense que les gens... Pour les gens qui ne connaissent pas le sport. C'est un brin d'arrogance et de confiance en soi ça. Qui pousse l'athlète à ressortir du groupe et ne viser qu'une seule chose, c'est gagner. C'est ça. Dans le type de compétiteur qu'on a, ça fait partie du caractère, ce que je disais tantôt. Il y a des compétiteurs qui sont intimidants, qui aiment intimider l'adversaire. Patrick Roy. Patrick Roy, Tiger Woods, quand il met son gilet rouge. Bob Gibson, c'est ça. Et il y en a d'autres qui sont des gens qui veulent accomplir, mais pas au détriment des autres. En fait, ils se foutent un peu de votre performance et ne s'occupent que de leur performance. C'est des conquérants. C'est des gens qui vont conquérir. Moins bons joueurs d'équipe? Non, okay. Au contraire, mais ils ne veulent pas nécessairement intimider l'adversaire. Ils veulent juste, eux, bien fonctionner, mais pas au détriment de l'autre. Mais ils veulent réussir. Ensuite, il y a ceux qui sont méthodiques, très, très structurés, organisés. Puis il y a des gens qui sont dans la routine. Ils vont répéter la même routine en sachant que la répétition fait en sorte qu'ils deviennent excellents dans ce qu'ils vont faire. Ça, c'est des caractéristiques d'athlètes qui sont différentes. Donc, quand on est cocky, ça veut dire que je le fais paraître à l'autre personne. Mais la confiance, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de moi. Ça, la confiance est à l'intérieur de moi. C'est ça. Quand les gens sont arrogants, c'est que ça cache un manque de confiance parce que j'ai pas besoin d'être arrogant quand la confiance est à l'intérieur de moi. Donc, dans un niveau cocky, c'est bien si je veux déstabiliser mon adversaire, mais pour moi, j'en ai pas besoin. Donc, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un de cocky dans le monde du sport, mais ça peut dans la vie de tous les jours. Mais ça peut jouer contre moi aussi. Parce que quand je suis cocky, il faut que je réponde à ce que je viens de faire. Donc, à comment j'ai agi envers l'autre. Mais quand j'ai vraiment confiance en moi,
Ma confiance, c'est intrinsèque, c'est à l'intérieur de moi. La confiance, c'est à l'intérieur de moi. Et c'est une ligne très mince entre la confiance et l'arrogance. Très souvent, on va voir des gens qui sont très confiants, Ah ben oui. on va penser que c'est de l'arrogance. Mais la confiance, on n'est pas habitué dans notre société aux gens qui vont dire, ben moi, je suis capable de gagner. Mais la Comme confiance Jean- en soi, ça ne passe pas. Comme Jean-Pascal, Oui. il est confiant, il y a des gens Il qui est très vont percevoir respectueux. ça Oui. pour étendre de l'arrogance. La confiance en soi, ça ne passe pas. Et c'est ça, mais c'est intrinsèque, c'est à l'intérieur de moi. Ça. Le temps nous presse, on va essayer de passer à travers tout ce qu'on a. En une phrase ou deux, jusqu'à quel point faut-il être fort psychologiquement pour revêtir, comment je pourrais dire, un uniforme professionnel tel que le Canadien dans un marché comme Montréal? En une phrase ou deux, tu dirais quoi? Jusqu'à quel point il faut être fort? Non, c'est la plus belle place à jouer au hockey au monde. Il n'y a aucun endroit au monde où on peut jouer au hockey et avoir autant de plaisir si on donne 100% de soi. Parce que les gens qui regardent Ouais. le Canadien s'y connaissent. Ici, au Québec, il y a beaucoup de gens qui aiment le hockey et s'y connaissent. Et la preuve, j'ai toujours dit à Steve Bégin, Steve, t'es pas le joueur avec le plus de talent que joue à Montréal, mais t'es probablement un des joueurs qui a été le plus aimé. Pourquoi? Parce qu'à chaque soir, il donnait 100%. Ici, à Montréal, je suis désolé pour ceux qui viennent jouer ici, mais si vous n'êtes pas prêt à donner 100%, vous êtes mieux de jouer dans un autre marché. Et c'est plaisant ce qui se passe autour du Canadien, parce qu'il y a beaucoup de fierté autour de cette équipe-là. Il ne faut pas comparer l'équipe du Canadien d'aujourd'hui à celle du passé, parce que les règles de sélection sont complètement différentes. C'est deux Donc, mondes ce serait complètement injuste différents. par rapport à Marc Bergevin, qui n'a pas les mêmes règles qu'on avait à l'époque où on a créé les dynasties du Canadien. Encore en une phrase ou deux, jusqu'à quel point l'éducation, les valeurs transmises sont importantes chez un sportif? C'est Spécialement de haut niveau. Parce que si tu as eu des parents qui te diminuaient ou qui, disons, ne se déplaçaient pas pour aller à l'aréna, c'est arrivé, ça arrive, mais je vous dirais qu'en majorité, c'est plus compliqué. les athlètes qui ont du succès ont eu des parents qui étaient tes parents, qui n'ont pas nécessairement, Qui les aimaient. qui les aimaient tout simplement, qui supportaient. Un athlète, imaginez, qui est ici au centre. Donc, quand je suis un parent, la seule chose que je peux faire, c'est de supporter mon enfant. Ouais. Pas de l'écraser, ni de le pousser ou de le tirer. Il faut qu'il y ait la motivation intrinsèque assez puissante pour le faire. Et ça, je dois le laisser s'amuser. La façon la plus saine de bien performer, c'est d'être heureux. On performe mieux quand on est heureux. Et comme parent, ce qu'on a besoin, c'est d'encadrer notre enfant pour le supporter, puis l'aimer, puis l'encourager. Si on le supporte, on l'aime, puis on l'encourage, on va l'élever. C'est comme ça qu'on va atteindre des sommets. La réussite, c'est pas seulement la médaille d'or, finalement. Non, la réussite, c'est d'arriver Parce que ça, c'est une valeur qui est véhiculée, Ben- spécialement dans le monde américain. Parce que, je veux dire, tu termines deuxième, c'est une réussite aussi. Ou Ouais, ben, c'est tu ça. as fait les Jeux olympiques, c'est Oui, une c'est réussite ça. aussi. C'est un bon point que tu amènes, Steve. Ben, merci. T'es pas juste beau, t'es intelligent. Ah ben, arrête. Ce que j'allais dire... Chance que tu es avec ta femme. C'est ça. Ce que j'allais dire, ce qui est important, c'est que il faut que je sois fier de moi. Si vous écoutez les athlètes de haut niveau qui vont faire une entrevue après une performance, la majeure partie d'entre eux ont des gens qui vont les aider. Des gens comme moi qui sont autour d'eux et qui vont aider cet athlète-là à performer à travers la pression qu'ils ont. Ils vont rarement parler de leur performance, ils vont parler de comment ils ont donné le maximum d'eux-mêmes. Et tant son temps que je donne le maximum de moi-même, je compétitionne seulement avec moi-même. Tantôt, c'est toi qui as dit, tu sais, au fond, on ne compétitionne qu'avec ça. Exactement. Donc, je peux seulement être le meilleur de moi. À partir de là, si j'ai fait le maximum pour que je sois satisfait de moi et heureux, ben c'est une réussite. La pire chose qui peut arriver à un athlète, c'est d'avoir un très haut sommet, de gagner une médaille d'or, puis qu'un jour on accroche les patins, on accroche, on n'en fait jamais plus. La réussite dans le monde du sport, c'est des gens de mon âge qui continuent à jouer 3 fois par semaine au hockey ou dans le Quel sport âge que tu as en passant? J'ai 57, donc je suis très vieux. Ben, tu ne je prends pas ton âge du tout. Je te donnais 56. Non, Ah, je- bon, merci. Mais ce que j'allais dire, c'est que la plus grande réussite dans le monde du sport, c'est de continuer à faire ce qu'on aime pour toute une vie, parce qu'on a une passion, parce qu'on aime ça. Ce qui est triste dans le monde du sport de performance, c'est lorsque on a été malheureux dans un sport qu'on a voulu bien performer, qu'on a des déceptions, mais on laisse ce sport-là de côté. Le but, c'est d'en vivre toute sa vie et d'avoir encore cette passion-là. C'est ça le but qu'on devrait faire avec peu importe l'athlète. Moi, je vais toujours me souvenir de Guy Lafleur qui a joué, non pas avec le Canadien de Montréal, mais avec les anciens Canadiens.
qui se promenaient en autobus faire le tour du Québec un peu partout, puis d'avoir encore l'amour de ce sport-là, même s'il y avait un certain âge. Et ça, je le souhaite à tous les athlètes de haut niveau pour te dire, Sylvain, de continuer comme ça. Le top, le meilleur, c'est pas nécessairement le plus talentueux, c'était aussi le plus travaillant. Il était en uniforme à 2 heures, un match à 20 heures, au forum, il était déjà en uniforme. Les athlètes de haut niveau n'ont pas de succès sont dédiés de façon par hasard, ils le font parce qu'ils ont donné beaucoup, puis ils sont là parce que justement, ils ont fait les efforts nécessaires. Avant la pause, on va faire une petite annonce, une dernière petite question avant d'y aller dans les questions rafales où je vais te cuisiner. C'est quoi la grande différence, s'il y en a une, entre les athlètes de haut niveau femmes et les athlètes de haut niveau hommes? Il n'y en a pas. C'est pas une réponse politiquement correcte? Non, il n'y en a pas. Moi, tu n'en vois pas? Non, en fait, je vois même pas de différence dans les couleurs, dans les sexes. Pour moi, la puissance, c'est la différence. La puissance de la différence à tous les niveaux. Et pour des athlètes autant féminins que masculins, j'ai vu des gens exceptionnels, autant hommes que femmes. Pour moi, il y en a pas. Je vais prendre une pause, je vais faire une annonce, on revient avec les questions rafales. Vous êtes déprimé ou quelque chose ne tourne pas rond, c'est normal avec le rythme de la vie d'aujourd'hui, spécialement avec ce que nous avons vécu avec la crise du corona. La clinique de psychologue de Repentigny peut vous aider. D'excellents psychologues ou thérapeutes en relation d'aide vous attendent. Maintenant, un système de téléconsultation en ligne est disponible et nous répondons dans les meilleurs délais avec nos professionnels en santé mentale. Prenez rendez-vous sur le site cliniquedepsychologue.com, évidemment dans la section télécommunication. Besoin d'écouter et de parler, conflit de travail, difficultés à la maison, un deuil difficile, la gestion du stress et des émotions. Ce sont des situations que nous allons tous vivre un jour ou l'autre. Et n'oubliez pas, ça c'est un préjugé, consulter ne veut pas dire maladie mentale. Donc, vous êtes à bout de souffle et désirez reprendre votre mieux-être en main. La clinique de psychologue de Repentigny, située au 293-293 boulevard Lacombe à Repentigny, c'est pour vous. Dans le 514, c'est le 813-29-86. Sylvain, je vais te citer un illustre motivateur. Je revenais sur la publicité que tu viens de faire. C'est extrêmement important que les gens consultent. Puis il y a des professionnels ici qui sont là pour ça. Puis on vit beaucoup d'anxiété, on vit beaucoup de moments difficiles. Et c'est sain de consulter. Puis le préjugé, les gens n'osent pas parfois. Non, au contraire. Peut-être les gens plus âgés, que c'est ancré dans la mentalité que t'es un fou ou whatever. J'ai écrit un livre avec ma conjointe qui est neuropsychologue, puis mon père qui est psychologue. Et ce livre-là s'appelle « La psychothérapie, c'est pas pour les malades ». Et ce que ça veut dire, c'est qu'on en a tous besoin. Puis ces gens-là, ils sont formés pour ça. Donc, au lieu d'aller un peu à gauche et à droite pour régler des problèmes d'anxiété, faire face, aller voir avec l'ordre des psychologues, voir les gens qui sont formés, puis de se référer à ces gens-là, c'est extrêmement important. Donc, tu as aimé mon annonce? J'ai adoré ça. De mon cru. Oui. Je te cite un illustre motivateur que je considère crédible, Tony Robbins. Oui. Je veux un commentaire sur cet adage. L'humain n'est heureux, donc souriant, seulement s'il sent qu'il progresse. En fait, ça fait partie un peu de la pyramide de Maslow. Hein? On veut évoluer, on veut grandir dans la vie. Et c'est quoi progresser? Ouais. Pour moi, progresser, c'est d'arriver à vivre sa vie comme on l'entend. Il y en a pour qui c'est faire de l'argent. Exactement, mais ça c'est une chose, c'est correct. Mais pour moi, la réussite, c'est d'arriver à servir. Plus on sert, plus on se réalise, plus on va s'accomplir. Donc, réussir, c'est servir pour s'accomplir. Donc, ça vient un peu résumer cet adage-là qui dit qu'on va progresser. On progresse que lorsqu'on aide des gens. Parce que monter seul sur une montagne puis célébrer son ego, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus plaisant dans la vie. L'être humain a besoin. Et là, en ce moment, on est distancés les uns des autres. On va avoir encore plus besoin des uns des autres pour arriver à grandir et vraiment célébrer chacune de nos petites victoires. Mais l'être humain n'a pas le temps de célébrer ses victoires. Il est trop occupé à poursuivre un succès qui garde plus loin. Mais chaque petite victoire, c'est comme la cloche de Pavlov. On sonne la cloche, on donne la nourriture. Mais si un jour on ne se récompense pas constamment au feu de nos réussites, un jour mon cerveau dit c'est terminé, je ne travaille plus pour toi. Là, tu parles du chien de Pavlov, là je sens la viande, puis déjà dans la bouche, là, je le sens. Ben, là, on va y aller avec les questions rafales. Tu n'as droit qu'à une ou deux phrases comme réponse. Hey, ça va être difficile. Je le sais. J'essaie de faire de mon mieux, mais tant mieux parce que c'est la pire chose pour un intervieweur d'avoir des réponses oui ou non. J'aime mieux quelqu'un qui élabore. Dans le sport, la performance, c'est une très belle chose, spécialement pour gagner dans le haut niveau. Mais dans la vie de tous les jours, être quelqu'un qui cherche la performance tout le temps, ça peut être, disons, difficile. Est-ce que c'est le mal de la société d'aujourd'hui? En une phrase ou deux. On est dans une société de performance à outrance. Donc,
performer dans quel sens? En fait, ce qu'il faut surtout faire, c'est de se coucher le soir, puis d'être heureux de ce qu'on a fait. Donc, je dis toujours aux gens, c'est pas parce qu'on est heureux qu'on chante, c'est parce qu'on chante qu'on est heureux. Chantez, vous êtes heureux, mais essayez pas de toujours performer en tant que tel. La performance fait partie de ce qu'on est, mais pas à tout prix. La psychologie, l'approche de la game par les professionnels du sport a beaucoup changé. Est-ce que c'est embrouillé par l'argent de nos jours? Oui et non, mais vous savez, la raison pour qu'on paye les joueurs, les sportifs de haut niveau aussi cher, c'est parce qu'ils jouent avec ce qu'on a de plus précieux. Il s'appelle le rêve. On rêve tous de faire une carrière dans la Ligue nationale. Ils nous font vivre des moments. Donc, ils nous font vivre une expérience plaisante. Et c'est pour ça qu'on les paye aussi cher. Pas parce qu'ils performent, mais parce qu'ils nous font rêver. Pourquoi autant d'anxiété? C'est peut-être lié à la performance dans la société d'aujourd'hui. Ben parce qu'on a de moins en moins de temps, on est bombardé. Aujourd'hui, dans une seule journée, l'être humain reçoit plus d'informations qu'un être humain recevait il y a 100 ans dans une année complète. Donc, est-ce que notre cerveau, notre cœur, nos émotions sont prêtes à faire face à autant de choses? L'Internet, les Internets, tout ce qui nous sont bombardés, on arrive à vivre à un rythme effréné où on oublie l'être humain derrière qui a besoin de quoi? D'amour, de manger, de se nourrir, d'avoir du plaisir. All you need is love. That's all. All you need is love. Plus difficile d'arriver au sommet que d'y rester. Les deux sont difficiles. Moi, je pense que c'est plus difficile d'y rester. Ceux qui critiquent les Yankees, par exemple, qui font les séries à chaque année, ils disent c'est l'argent, et l'argent est partout. Je veux dire, c'est beaucoup plus difficile, selon moi, exemple, gagner 4 coupes cette année d'affilée que d'en gagner une. Puis souvent, c'est une équipe qui sort de nulle part sans pression. Premièrement, Steve, il faut regarder que le monde du sport évolue, a changé. Et il y a une façon de faire le repêchage, une façon de vivre qu'avoir des dynasties maintenant, ça va être extrêmement difficile. Et c'est pas mal pour le sport. Donc, de rester au sommet, c'est difficile, mais même de l'atteindre aussi, parce que maintenant, on a 32 équipes dans tous les sports. Peu importe, je parle pas juste de la Ligue nationale, mais un peu partout. Il y a plusieurs équipes, il y a de plus en plus de gens, c'est rendu mondial, il y a des athlètes partout. Donc, c'est difficile de s'y rendre, c'est difficile d'y rester. Mais en même temps, les gens qui l'ont vécu veulent le revivre. Hein? Quand on a gagné une première Coupe Stanley, on veut le revivre. Puis ceux qui l'ont perdu, que je me souviens des Penguins de Pittsburgh qui avaient perdu l'année auparavant contre 2008. Détroit. Puis l'année d'après, en 2009. Mais en fait, c'est 2008 qui a motivé la victoire de 2009. C'est là qu'ils sont devenus les champions. Oui, parce qu'on ne voulait pas revivre la même douleur d'avoir perdu. Puis de tout l'été, vivre avec une perte. Et de l'année d'après. Donc, la défaite est aussi un grand moment d'apprentissage, une belle leçon pour passer à l'autre étape. OK, là, je suis obligé de te dire une phrase pour chaque réponse. OK. On va parler de sport en général. Lundi était le 5e anniversaire de la transaction Weber-Souben. Qui a eu le meilleur? Tu as droit à une phrase. Ben, le Canadien. OK. En ce moment, oui. OK. Mais est-ce que ça n'enlève pas rien non. Souben, je l'adore aussi. Non, mais question de marché aussi. Ouais. C'est quoi la leçon collective que nous devrions, sur papier, tirer de la crise du corona? En une phrase. Mais qu'on est sur une petite planète et qu'on ne peut plus être indifférent à tout ce qui se passe n'importe où sur la planète. Ton joueur favori quand tu étais jeune dans la LNH? Bobby Orr. Ton équipe favorite? Le Canadien, les Blues, j'en ai eu quelques-uns. OK. Ton sport favori? Le hockey, mais... Que tu pratiques toujours? Oui, le baseball aussi. Est-ce que tu t'entraînes aussi? Est-ce que tu fais d'autres choses que jouer au hockey? Je m'entraîne, j'essaie d'aller courir ou marcher. Mes vieux os commencent à être un peu fuckés. J'ai joué au hockey en fou. Puis aujourd'hui, c'est ce qui explique probablement ta jeunesse et ton sourire encore à 57 ans. J'adore ça. Parce que c'est l'adage des sportifs. Oui, j'ai un petit peu mal un petit peu partout, mais c'est correct. Question d'actualité, qui a le plus approuvé sans l'autre? Tom Brady ou Bill Belichick? Qui a le plus approuvé sans l'autre? Oui. Tom Brady ou Bill Belichick? C'est une question que j'ai posée à 2-3 sportifs dans les émissions. Tom Brady. OK. As-tu des enfants? Oui. Sont-ils sportifs? Oui. OK, évidemment. Oui. Le contraire aurait été surprenant. Le retour en premier, les Nordiques ou les Expos? Lequel crois-tu le plus? Je pense qu'on est plus proche du retour des Expos, mais je souhaite ardemment le retour des Nordiques. Un ou deux noms de joueurs professionnels qui représentent, selon toi, l'archétype parfait psychologiquement de l'athlète?
Mario Lemieux. OK, à cause de la résilience et tout ça. Puis un autre nom, mettons? Un autre nom d'un athlète de haut niveau qui Tiger Woods, c'était de descendre, de revenir de sa force. Un gars qui pognait. Oui, mais de sa force de revenir. Mais si je nommais des athlètes qui m'ont impressionné le plus, c'est des athlètes qui, des fois, n'étaient pas nécessairement les meilleurs comme talent. Mais Steve Bégin, des gens qui se le donnaient. Francis Bouillon, le petit Bouvillier qui est en train de faire sa place dans la Ligue nationale en ce moment. J'ai plein de noms qui me viennent en tête, mais vraiment, c'est pas évident de se rendre là. Donc, chapeau, avec un talent limité aussi. Chapeau à ces jeunes-là, mais chapeau aussi aux parents. C'est ce que j'allais dire. Qui les ont aidés sans les pousser, sans les J'aime ce que tu dis parce que de leur sport. Plusieurs fois, les gens ne savent pas. Et quand on parle de résilience, exemple Mario Lemieux. Marc-André Fleury. Ben oui, Mario Lemieux, à 12 ans, se faisait cracher dessus par des parents jaloux. Fait que c'est un autre exemple, il n'est pas juste dans la Ligue nationale. On va faire les gérants d'estrade. En une phrase, c'est quoi le problème du Canadien qui n'a pas atteint la finale depuis 1993? Ben, il y a eu des blessures, il y a eu des malchances, il y a un paquet de choses qui sont difficiles, mais moi, les temps où j'ai été avec l'équipe, ça a été des moments exceptionnels où il faut se rappeler que l'équipe est en 28e position, Marc Bergeron est arrivé en poste, placé Michel là, puis c'est une équipe qui a terminé quand même au premier rang pendant un certain temps. Oui. Donc par la suite, il y a eu plusieurs choses, dont des blessures, puis quand ton meilleur joueur a été blessé, c'est très difficile de se rendre là. Donc je suis pas en train de donner une excuse aux Canadiens, mais il faut voir l'ensemble, puis je pense que les gens qui sont là sont en place, ceux qui ont fait un travail assez exceptionnel. Je pense qu'on aurait pu faire une entrevue d'une semaine. J'aime bien ça. Je vais terminer avec du vrai ou faux. Je vais te donner quelques citations. Tu me dis vrai ou faux. Tu peux peut-être me faire un commentaire d'un mot ou deux parce qu'on est vraiment bousculé par le temps. Brian Tracy a dit « Ne cherche pas la faute, cherche le remède ». Pour moi, ça veut dire s'améliorer. Es-tu d'accord avec ça? Ne cherche pas la faute, cherche le remède. Mais pour avoir le remède, il faut chercher c'était quoi la faute. Parce que ça va mal de donner un bon médicament quand on n'a pas eu un diagnostic. Donc, saute. Dans le monde médical, on fait plus c'est subjectif, objectif, ce qui est analytique, on a ce qu'on a analysé, puis on va avoir la prescription. Donc pour moi, il faut que je regarde qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse régler le problème. J'aime ta réponse. John Maxwell a dit « On ne peut pas revenir en arrière et changer le début, mais on peut partir d'où l'on est et changer la fin. » Bien, ça, c'est vrai, parce que le passé, j'y ai pas accès. J'ai accès seulement au moment présent. C'est le présent qui détermine mon avenir et qui détermine aussi mes souvenirs. Parce que mes souvenirs sont peut-être de ce que je vis dans le moment présent. C'est le seul moment auquel j'ai accès. Deux dernières. Bruce Lee a dit « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, mais je crains celui qui a pratiqué le même coup 10 000 fois. » Oui, parce que la répétition, on le sait que ça nous rend meilleur. Comme l'autosuggestion. Le succès, l'autosuggestion de dire des choses positives. Dans ma tête de comment je suis. Lui, il dit ça des gens qui ont du succès parce qu'ils l'ont répété, mais c'est un peu vrai. Il faut pratiquer. Practice makes you better. Yeah, practice makes perfect. But bad practice makes you worse. Si tu pratiques mal, là, tu vas te... J'aime cette nuance. Ta pratique mentale aussi. Oui, c'est la base. Tu dis dans ta tête. Une dernière, vrai ou faux, ça c'est de mon cru. Un bon enseignant cherche à partager plutôt que de garder tout pour lui. Bien, si tu es un enseignant, tu ne partages pas, tu n'es pas un enseignant. Non, mais je veux dire, ça peut être un enseignant aussi, un coéquipier. N'importe quoi, mais tu sais, la jalousie, l'envie fait que les gens gardent tout pour eux parfois. La co-naissance, ça dit co-naissance, c'est quand je partage mon savoir. Si je ne le partage pas, ça ne sert à rien. On va renaître toutes les deux quand je partage mon savoir, autant dans un sens que dans l'autre. Sylvain, ça a été un plaisir. Est-ce que je t'ai bien cuisiné? Oui, c'est parfait. On a une coutume ici. Je sais qu'on est bousculé par le temps, fait que j'ai bousculé certaines de tes réponses parce que quand même, on ne voulait pas dépasser 25 minutes. Je sais que tu es l'entraîneur des champions, l'entraîneur des gens, le psychologue, le docteur en psychologie sportive. Ouais, c'est ça, pas psychologue. Je vais finir par l'apprendre. Des champions, finalement. Alors, j'ai pensé à un qui va t'intéresser. C'est la vie de Maurice Richard, illustré de toute sa vie. Puis comme tu es venu dans le coin de Repentigny, c'est écrit par Alain de Repentigny. Tu as toute la vie de Maurice Richard illustrée avec des commentaires de son cru. Ça vient de ma collection, mais c'est au nom de toute l'équipe.
pour te remercier de ta présence ici. Très apprécié. On va se reprendre, j'espère. Merci 1000 fois. J'ai peut-être des projets à te soumettre. Avec plaisir. Je pense que ça, c'est le numéro 1 des numéros 1, donc ça te convient. Merci 1000 fois. Merci de ta présence à l'émission, Sylvain. Les gens, je suis persuadé qu'ils vont apprécier. Et si ça a pu influencer ne serait-ce qu'une personne, ce sera mission accomplie. Merci beaucoup. Merci, très gentil. Merci. Je vous rappelle, nous sommes en direct du Bâton Rouge de Lachenay, l'endroit imbattable quand on parle de bons repas. L'atmosphère est chaleureuse. Il n'y a rien de mieux qu'un steak cuit à votre goût. N'oubliez pas, le menu est complet. C'est un restaurant de choix qui est situé au 1400 rue Yves Blais à Terrebonne. Je vous donne le numéro de téléphone pour les réservations dans le 450. C'est le 581-1888. On va laisser la chance à notre suivante. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche. L'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, un endroit qui porte bien son nom, situé au 303 Notre-Dame à Repentigny, une entreprise, comme vous le dites, qui existe déjà depuis un certain temps. Beaucoup d'expérience sur place, 23 ans déjà que ça existe. Un très beau magasin. J'y étais cette semaine et je peux vous dire que vous allez être reçu avec beaucoup de courtoisie. Très belle réputation. C'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Allez voir François, le propriétaire, au 303 Notre-Dame à Repentigny pour des conseils et des bas prix. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Maintenant, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Ça, c'est un sujet sérieux. Vous allez comprendre que je parle de bébites et plus vous allez attendre et plus le problème va s'aggraver. La solution, c'est Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Je vous donne le numéro de téléphone pour la solution dans le 450, c'est le 582-67-06. Maintenant, avec notre deuxième invité, nous allons traiter d'un sujet fort intéressant, soit comment stimuler et conserver son inspiration en tant qu'artiste. Et pour en parler, notre romancière ici, pour toute l'équipe, nous sommes bien contents de l'avoir avec nous, qui sait bien de quoi il en retourne, notre souriante chroniqueuse Sylviane Thibault. Bonjour Sylviane, ça va bien? Ça va bien, merci. Allô, Sylvie. Je suis content de te voir. Pour parler de ça, toi, tu es bien placé. Je veux dire, une inspiration, par moment, on en parlait dans une autre émission, ça peut être souffrant. Il y a un crayon et une feuille à côté du lit. Oui. Mais je vais te lancer sur ma première idée. Les émotions fortes, chez certains artistes, ça fonctionne beaucoup. Et chez d'autres, ça ne fonctionne pas. Ton point de vue là-dessus? Je peux pas dire que moi, les émotions fortes, ça fonctionne très bien. Moi, je vais travailler plutôt dans le calme. Okay. Et même si, dépendamment de ce sur quoi je travaille, je vais m'entourer de choses qui vont m'inspirer. Je vais utiliser plusieurs tactiques pour maintenir ça en vie. Maintenant, est-ce que j'ai besoin d'avoir une poussée d'adrénaline? Ouais. Pas dans mon cas, non. Mais ça n'arrive pas que tu vois quelque chose à la télé qui vient te stimuler, tu dis « Oh, tu as une idée. Oui. » Puis tu as comme l'adrénaline un petit peu. Un petit peu de ça, oui. Oui, okay. À ce niveau-là, oui. Parce que moi, ça marche. Oui, oui. Ben, je vais voir quelque chose, en fait, qui va m'inspirer, qui va me donner une idée, et je vais m'arrêter. C'est même drôle des fois, parce qu'on dirait que je viens de partir sur une autre planète. Mais je vais m'arrêter et faire « Oh! » Je l'ai. Je l'ai. Alors oui, ça peut arriver des émotions comme ça. Maintenant, est-ce que l'émotion est forte en ce sens qu'elle va m'inspirer énormément? Mais comme je dis, j'ai pas besoin d'avoir un gros stimuli. Les objets, savoir s'entourer de choses qui nous rappellent soit des beaux souvenirs. Moi, personnellement, ce sont des objets qui rappellent des championnats de toutes sortes, spécialement au baseball et au hockey. Ça me stimule. Je pense que si tu penses positivement et si tu penses à gagner, effectivement, tu vas gagner. Tu vas emmener des objets, je crois, qui pour toi ont une certaine signification et je te comprends. Pour les gens qui se demandent c'est quoi, c'est ici, c'est le porte-bonheur, ça représente les Yankees de New York. Moi, je crois à ça. Oui. Je pense que tous les athlètes de haut niveau, les sportifs, ceux qui ont remporté des championnats, ont des objets particuliers. Ton point de vue là-dessus? Est-ce un peu de superstition en même temps? Possible, mais... Oui, je crois que des objets, pas juste des objets. Toi qui connais la musique, Stevie, yes. J'imagine, est-ce que ça t'arrive, dépendamment de ce que tu fais, de choisir la musique en conséquence? Ben, c'est presque toujours les mêmes chansons qui vont jouer quand c'est le temps soit de préparer des entrevues ou d'avoir des idées pour arriver avec des nouveaux concepts, comme le concept des émissions. Mais ce sont toujours des musiques énergiques. OK. Ben, moi, ça dépend. Tu vois? Alors, je vais donner des exemples. Les objets que j'ai, ce sont des crayons. Okay. Les crayons, moi, j'ai une collection de crayons. Je n'ai pas tout apporté parce que... Ça aurait pris un camion? À peu près, oui. Okay. Mais bon,
si je vois, je sais qu'à l'écran on ne peut pas toujours bien voir, mais j'ai mon roman ici, Le Trésor d'Azan. C'est pas celui qui a pris 10 ans? C'est celui qui a pris 10 ans, qui est resté 10 ans dans ma tête. Alors avec le bel éléphant, les illustrations sont magnifiques. C'est un peintre animalier, Claude Tivierge, qui a fait les illustrations. Il est excellent. Alors ce bel éléphant-là qui est resté dans ma tête 10 ans. Au fil des années, j'achetais des choses. Moi, j'ai un pyjama avec des éléphants. Okay. J'ai des colliers avec des éléphants. J'ai mon crayon éléphant. Et maintenant que le livre est sorti, quand je le dédicace, c'est comme devenu une habitude ou une superstition. Il faut que je le dédicace avec mon crayon éléphant. C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai un seul qui est tout. OK. C'est un éléphant qui est à côté de mon lit tout le temps, avec lequel, disons, je peux faire des prières ou préparer des émissions. Et je crois qu'il me porte chance. Ben, tu sais qu'on dit que les éléphants portent chance. La trompe en l'air, tu vois, okay. La trompe en l'air. On dit ça, que les éléphants portent chance. Et qu'est-ce que j'écoutais, entre autres, comme musique? J'écoutais la musique de Souvenirs d'Afrique, par exemple. Ou des musiques où tu entends les animaux. Oui. La musique de jungle. Et si je change, dépendamment encore là de l'histoire que je fais, mon inspiration, je veux qu'elle demeure vivante. Oui. J'ai un roman qui s'appelle Le combat de Twister. Okay. Alors, Twister doit se battre. Je ne dirais pas pourquoi. D'habitude, Twister se bat pour les autres. Dans ce roman-là, il se bat pour lui-même. Alors, qu'est-ce que j'écoutais? Eye of the Tiger. Ah, ben oui. Un classique. Un classique. Eye of the Tiger, j'écoutais. Et quand j'écris des romans, par exemple, Peur, voleur et films d'horreur, avec des petits frissons, écoute, j'ai un cercueil. Tu croirais que c'est un cercueil. C'en est un, effectivement. Ben, ça a une signification double, selon moi, le cercueil, parce que ça peut être la mort aussi de choses négatives. Aussi, mais il est spécial. Tu sais, je te parlais de mes crayons. Ben oui. C'est un crayon. Ah, wow. Ben oui. C'est un crayon. Ah, ben merci. Ah, non. Écoute, ben, je saurais quoi te rapporter, par exemple, dans mon prochain voyage. C'est gentil. On parle d'inspiration par la musique. Je vais te faire une petite aparté sur Led Zeppelin. Oui. Le fameux album qui n'a pas de titre avec Stairway to Heaven et Rock'n'Roll, Led Zeppelin 4. Eux, moi je l'ai fait, ça, j'ai resté dans une vieille maison de 300 ans, puis sans aller dans les détails, c'était habité par des esprits, mais au point de vue de l'inspiration, ces endroits-là, Led Zeppelin s'enfermait, comme pour le 4e album, pendant 6 mois, dans une vieille maison en Écosse qui avait 500 ans, et l'inspiration venait. Mais je pense qu'il faut aller au-delà du cliché de l'écrivain qui est au bord de l'eau avec sa petite vie tranquille, parce que ça ne veut pas dire que c'est toujours ça. Ça peut être un modèle, mais ce n'est pas nécessairement l'ultime modèle. Non. Comme on en a parlé d'ailleurs la dernière fois, moi, je n'ai pas le loisir de partir toujours dans un chalet sur le bord de l'eau. Par contre, je vais être honnête, je rêve un jour, parce que là, en ce moment, je travaille sur quelque chose, hein, je l'ai dit, de plus noir, plus obscur, très mystérieux. Tu parles d'esprit. Je rêve d'aller m'enfermer dans une maison hantée le temps d'écrire. Mais vraiment, on parle d'Écosse, Irlande. Ben, il y en a proches. Il y en a proches. D'ailleurs, moi, c'était à Terrebonne, donc... Ah oui, il y en a proches et il y a même des livres. Et ce sera pour peut-être le sujet d'une prochaine chronique sur les endroits hantés au Québec. Et il y en a qui sont très réputés. Ah, c'est le fun, ça. Oh oui. On parle aussi un autre truc qui vient avec la méditation dans le silence, c'est se connecter sur la source. C'est-à-dire que dans la méditation, parfois c'est dans le noir. À un moment donné, on dirait que tes soucis quittent ton corps, et puis là, les idées viennent. Et je sais que toi, tu passes par là, puis c'est là que ça devient souffrant, parce que parfois, c'est en plein milieu de la nuit. Oui, exactement. Parfois, c'est en plein milieu de la nuit. Mais quand ça arrive, écoute, je l'accepte, parce que je trouve que justement, c'est bon signe. Donc, je vais même me lever pour aller prendre des notes, écrire quelques passages, pourquoi pas. Donc ça, c'est plaisant. Et on a parlé de noirceur et de méditation, la respiration. C'est drôle, hein? Ah oui? Tout passe par la respiration. C'est vrai, parce que quand on est nerveux, on a le souffle. Exact. Oui, exact. Je l'ai vécu parfois, tu sais, tu commences une émission, puis veux pas, c'est pas toujours facile. Alors, la respiration, mais outre la respiration, que je reste aussi imprégnée, pour que mon inspiration, je me mets vraiment dans la peau d'un personnage. Et c'est drôle parce que si tu me regardais ou que les spectateurs me regardaient travailler, ils seraient morts de rire. Là, je fais des blagues avec le mort, mais ils seraient morts de rire parce que je fais
excusez-moi, les faces qui vont avec c'est bien ce que ça. j'écris. Là, tu me fais peur. Oui, je le sais. Écoute, des fois, c'est des Je grimaces. vais m'arranger pour pas te fâcher. Mais on parle justement de certains symboles. Tu vois des gens dans la vie, que ce soit par les tatouages ou l'accoutrement, les têtes de mort à outrance. Moi, je l'ai dit dans une émission. À quoi tu t'attends? Je veux dire, tu ne te positionnes pas vers le succès quand tu es toujours entouré de symboles sombres. À un moment donné, tu peux avoir un symbole, deux qui font référence à peut-être un côté sombre, mais tu ne peux pas vivre continuellement de cette façon. Tu n'arriveras pas à aucun succès. Quelqu'un qui est anxieux également, de stimuler son anxiété en toujours, parce que ce que tu te répètes finit par arriver. Et si tu penses à perdre, tu vas perdre. Et si tu penses à gagner, ben, tu vas gagner. Il faut savoir se positionner par rapport à ça. Ton point de vue là-dessus? Ben, mon point de vue, c'est que je vais faire une analogie avec Star Wars, la guerre des étoiles. C'est étrange, mais on parle de le côté obscur de la force. Okay. Et des fois, ils peuvent s'en servir. Mais qu'est-ce qui arrive à Anakin Skywalker quand il se laisse complètement absorber par le côté obscur? Il devient Darth Vader. Et là, il y a plus de, tout est noir. Alors, c'est la même chose. Moi, je dis souvent, j'ai un côté obscur, mais je reviens du côté clair. Parce que je pense que c'est un bon mélange des deux qui fait que tu vas rester... Je suis sûre que même Stephen King, qui fait de l'horreur, il ne va pas toujours baigner là-dedans, le pauvre gars. Ben non, parce qu'il serait décédé depuis longtemps. Écoute, moi je le vois, je suis sûre que des fois, là, quand c'est pas la pandémie, Stephen King va avoir une gang de chums dans sa cour en train de boire une bière. Oui, c'est ça. Voyons donc. Sinon, ça devient déprimant. Il a tombé, il a être un petit peu... Quand ça devient morbide, pour moi, c'est plus amusant. Ça. Moi, j'aime ce que tu dis, c'est vrai. Plus amusant. On parlait d'émotions fortes tantôt. Oui. Est-ce que tu te rappelles un slow qui s'appelait Without You, chanté par Nielsen? C'est une chanson qui a 40-50 ans. En tout cas, c'est très triste. Mais à un moment donné, j'écoutais ça, je me disais, mon Dieu, celui qui a écrit ça, il devait être triste ou en peine d'amour. Et j'ai fait mes recherches. J'aime bien étudier les artistes qui ont composé des succès. Et puis, je me suis rendu compte que ça avait été écrit pendant une peine d'amour. Le gars est écrit avec un co-auteur. Ils étaient deux. Le premier s'est suicidé. Et le hit n'avait pas tellement beaucoup d'histoire encore. Là, ça faisait seulement quelques mois. Et le deuxième également, lui, au bout de 5 ans. Alors, je me disais, les émotions fortes, ça marche. Mais il faut faire attention. Il faut doser. On parle de musique, que ce soit chez les écrivains ou que ce soit chez les musiciens. Il y en a une qui... Personnellement, je la trouve bonne, mais qui a été victime de son propre succès, des fois Taylor Swift, qui a écrit à chaque fois qu'elle avait qu'elle cassait avec un de ses petits amis, ses chums, ses copains, peu importe, elle écrivait là-dessus. Et c'est devenu objet de ridicule. À un moment donné, écoute, regarde, je pense que tu peux te garder une petite gêne aussi. C'est ça. Moi, je dis que je laisse toujours une petite partie de moi dans ce que j'écris. Évidemment. Mais je suis une petite. Oui, c'est ça. Ah, je ne veux pas m'étendre dans les... Non. Si tu me permets, je vais faire une annonce. Oui, on va poursuivre avec les leçons de français de Mme Thibault. Oh oui, j'en ai une bonne. T'en as une bonne? Ben, moi aussi, j'en ai une bonne. Oh, excellent. Donc, avec enthousiasme, je vous parle d'un nouveau partenaire ici, soit la zone vêtements de sport et classique, qui se situe au 148 Notre-Dame à Repentigny. Salutations à John, le propriétaire. C'est une super belle boutique qui vous attend. Beaucoup de marques de choix au meilleur prix sur place. Je vais vous en nommer quelques-unes. Better Body, Gasp, Riderwear, Gorilla Wear. Et n'oubliez pas les bottes d'entraînement qui sont très recherchées, Automix, sont disponibles sur place. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-1113. Sylviane? Oui. Excusez-moi. Moi, ce que je voudrais dire aux gens, le fameux point d'interrogation. Oui. Je vais donner un exemple, que ce soit sur Facebook, par texto. Quelqu'un va t'écrire, comme dernièrement, m'écrit « Tu connais mon voisin ». Est-ce que tu m'écris « Tu connais mon voisin » ou c'est une affirmation ou une interrogation? Ah, c'est une interrogation. Pourquoi tu ne mets pas ton point? Puis ça peut parfois créer des mésententes. Exact. C'est-à-dire, tu es rendu à 40 ans puis tu ne comprends pas qu'il faut que tu mettes un point d'interrogation. Parce qu'il y a une énorme différence entre « Tu connais mon voisin » et « Tu connais mon voisin ». Tu sais? Ah, regardons, tu connais mon voisin. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que tu as à nous dire cette semaine? Cette semaine, j'aimerais parler du verbe acheter. À jeter. Exactement. Ah, pas pire. Ah, écoute, tu m'as vu. Puis c'était pas préparé. Non, pas du tout. Pas du tout. Acheter. Donc, on se procure de la marchandise, que ce soit en magasin ou maintenant par Internet, ou peu importe. Encourager les entreprises locales, encore une fois. Mais
c'est acheter. Parce que le verbe acheter n'existe pas. Mais ce serait deux mots. Ça serait- C'est quelque chose à jeter. Si quelque chose est à jeter, c'est-à-dire Ouais. qu'on va s'en débarrasser dans les ordures, c'est parfait. C'est ça. Mais on n'achète pas quelque chose, on l'achète. En as-tu un autre point? Au niveau du français? Oui. Oui. Un petit dernier. Ben oui, pourquoi pas. Est-ce qu'on a parlé du ça déjà? Oui, on en a parlé. Comment ça va? S.A. Je peux Ça donner? commence mal. Mais c'est ça. Là. C'est impossible de faire cette faute-là, parce que comment ça va, tu l'as vu des millions de fois, que ce soit dans les livres, à l'école. Tu peux pas faire cette faute-là. En tout cas, je veux pas de préjugés, mais... Ben, je vais redonner, parce que je le vois encore trop souvent. Je vais redonner le petit truc, c'est le cela. Quand on dit comment ça va, on peut dire comment cela va. Oui, c'est ça. On ne dirait pas. Si tu peux dire cela, c'est dire ah. Même chose, quand on parle de c'est sa pomme. Il n'y a pas de CA à sa pomme. D'abord, ça ferait K. Sa pomme, ça lui appartient. S. Le S, c'est quand ça t'appartient. Je pense, ça c'est une idée personnelle, Sylviane, que peut-être tu vas partager, tu vas appuyer avec moi. Les gens s'en foutent. Tu vas voir des gens, mettons sur Facebook, qui ont une apparence, tu vois, ce sont des gens perfectionnistes dans le moindre détail. Ils ont une apparence presque parfaite. Tu vas texter avec ces gens-là, écoute, c'est désolant. Et ils ne mettent pas d'accent sur ça qui est très important parce que ton écriture te reflète comme rien d'autre. Disons, à part ta voix, tes mots là, que tu vas employer dans une conversation directe, tes écritures, c'est très important. C'est très important et ce qui est malheureux aujourd'hui, je trouve, c'est quand on ose souligner des fautes d'orthographe ou qu'on se targue justement, qu'on est fier de parler et d'écrire un bon français, on passe pour snob. Oui. Et je suis déjà allée T'es dans snob. écoute, je suis snob. Mais moi aussi. Je suis snob, je suis allée dans un magasin, je ne dirais pas lequel, et Ouais. partout, il y avait des affiches, la même faute partout. Évidemment, ce sont des photocopies. Et je dis gentiment à la caissière, je dis, écoutez, vous avez une grosse faute. Elle me dit bien. C'est pas moi qui ai fait ça. Puis elle dit, ça dépend comment vous le lisez. Non, ça dépend. Mais non. si tu le lis les yeux fermés, ça peut peut-être passer. Peut-être, mais écoute, mais on se fait rabrouer quand on ose dire, Ouais. parce qu'on veut ici protéger la langue française, mais est-ce qu'on est prêt à y mettre tous les efforts? On va laisser les gens répondre à la question. Sur cette pointe d'ironie, merci de cette chronique intéressante, fait Sylviane. plaisir. On va se revoir bientôt. Oui. Je te souhaite une belle journée, puis bonne fête du Canada, tu sais, Bien puisque sûr, nous sommes bien le sûr. 1er juillet. Bien sûr. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à toi. Maintenant, vous aimez les vieux systèmes de son et vous ne savez pas où aller, vous allez être reçu avec beaucoup de courtoisie et de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, c'est l'endroit parfait. C'est le centre de liquidation audio usagé. On aime bien dire vintage. Tout est propre sur place. Beaucoup d'équipements de qualité, que ce soit pour du résidentiel, commercial, vous ouvrez un bar, une boutique, c'est l'endroit pour vous. Et c'est pas dur à trouver, c'est situé dans le complexe de la Marina à Repentigny, au 358 Notre-Dame. Les réparations sont faites sur place. Je vous donne le numéro de téléphone dans le 450 qui est le 654-6849. N'oubliez pas, avec la crise du corona, je pense que ces trois mots sont devenus très importants. J'espère que vous avez été à l'écoute. Je vais répéter ça chaque semaine. Comment ça va? Ce sont des mots très importants, magiques, je dirais. Vous allez avoir deux réponses. Comment ça va? Et vous allez savoir qui sont vos vrais amis, parce que ceux qui ne vous appellent pas, spécialement durant le temps du corona, ça c'est malheureux. Et vous allez semer un brin de joie et d'optimisme dans la vie des gens. Je vous parle maintenant de Samoto, un garage dont la réputation n'est plus à refaire, la confiance règne, le travail est bien fait, c'est situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Le respect du client avec beaucoup d'explications. On ne va pas vous changer des pièces absolument pour rien. De longues années d'expérience vous attendent. Samoto, 1133 Notre-Dame. Comme vous le savez, il y a Bâton Rouge live et il y a également la Marina de Repentigny live. C'est pour bientôt, probablement la semaine prochaine, vendredi. Vous savez, la Marina, tout le monde la connaît. Peut-être qu'il n'y a que les extraterrestres qui ne connaissent pas la Marina, qui existe déjà, qui a pignon sur rue depuis 40 ans. Le personnel, la gaieté, la stabilité, la nourriture, la piste de danse pour bientôt, on l'espère. La Marina, comme je vous le dis, ça sera encore plus magique. Nous allons encore plus l'apprécier quand ça sera le temps. Et ça s'en vient à grands pas.
Maintenant, un mot sur Pixel, le centre d'imagerie, celui que l'on surnomme l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord, situé en face de la marina, au 351 Notre-Dame, un service très professionnel. Dans le 450, c'est le 654-9944. Et maintenant, un mot sur les habitations Douglas Leblanc. Vous le savez, trouver de la main-d'œuvre de construction de nos jours de qualité, c'est difficile. Et pour la location de main-d'œuvre de construction, Douglas Leblanc, c'est votre homme. Que ce soit un jour, un mois, une semaine, peu importe. Dans le 514, c'est le 996-0532. Maintenant, suite à cette crise, en terminant, je voudrais vous dire que c'est peut-être le temps de tourner le selfie vers le voisin. N'oubliez pas les 3 mots, il n'y a pas d'excuses. Appelez un ami, comment ça va? Sur ce, merci d'avoir été des nôtres. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.